L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Et si tout basculait à cause d'une vieille cassette VHS ? C'est ce qui est arrivé à Veronica Cristini. Un jour, elle découvre une vidéo de salsa colombienne. Le coup de foudre est immédiat. Quelques mois plus tard, la voilà partie, direction Cali. Seule, sans plan B, juste avec ses rêves et une obsession, danser comme sur cette cassette. Dans ce second épisode, elle nous raconte ce saut dans l'inconnu. Le choc culturel, mais aussi les entraînements qui la poussent à bout. Tu pleures, qu'est-ce que je fous là? Je vais jamais y arriver. En plus, t'es toute seule, tu vois, donc t'as toute cette pression aussi. C'est aussi une histoire de courage et de réalisation. En fait, j'ai accompli tellement de choses qui étaient des rêves pour moi à la base. J'en suis très fière et je me remercie d'avoir pris ces décisions-là à ce moment donné, même si j'en ai bavé. Mais en fait, tout prend son sens aussi maintenant par rapport à ce que je fais ici. Si cet épisode vous touche, abonnez-vous au Sens de la danse sur votre plateforme préférée et laissez un avis 5 étoiles. C'est ce qui fait rayonner ces voix et leur donne la place qu'elles méritent. Je vous souhaite une très belle écoute. J'arrive en Colombie. Faut savoir que j'ai des origines colombiennes. J'ai encore ma grand-mère qui vit en Colombie, à Barranquilla, c'est sur la côte Caraïbe. La Colombie, c'est 4 fois la France, hein, c'est un grand pays. Cali et la côte Caraïbe, c'est pas à côté. Tu vois, c'est à quelques heures de vol quand même. Donc moi, je veux vraiment aller à Cali. Et à Cali, j'ai personne. Je connais personne. J'ai grandi toute ma vie en France. J'ai été en Colombie quand j'étais petite, comme tous les jeunes avec 2 nationalités, peut-être qui y vont en vacances. Mais j'y ai jamais vécu. Donc je loue une chambre chez l'habitant, chez une dame, etc. Et je débarque. Je sais pas comment me mouvoir. C'est un autre pays. C'est une autre C'est une autre culture. Surtout pour une femme. Surtout pour une femme. C'est un choc quand j'arrive, quand même, pour moi. Donc bon, après, j'ai un objectif en tête et je suis vraiment... voilà, Parce que t'as quel âge quand tu y vas ? Je pars en 2013. Non, j'ai 22 ans. Oui, c'est jeune encore pour un gros voyage où tu arrives toute seule et tout, donc c'est normal. Ouais, et puis tu vois, moi je pars un peu naïve aussi avec toutes mes illusions de waouh, ça va être trop bien. Je suis en train de réaliser mon rêve et tout. Et oui, c'était trop bien, je réalise une partie de mon rêve. Mais c'est totalement différent. Je peux pas me déplacer toute seule, c'est dangereux, je peux pas sortir le soir, tu vois, je peux pas marcher dans la rue. Là-bas, on marche pas. Tu vas d'un endroit, d'un point A à un point B. Soit tu prends le taxi ou soit tu prends les bus locaux, etc. Maintenant, c'est un peu plus organisé en termes d'infrastructure, mais au moment où j'y étais, c'était en train de se développer un petit peu. Cali, c'est quand même une grosse ville et c'est une grande ville comme un peu toutes les villes d'Amérique du Sud où, bon, bah, il faut faire attention, tu vois. C'est un peu le choc pour moi et comme je te dis, j'ai personne avec moi, je connais personne. Donc oui, la dame qui me loge, elle est super gentille, etc. Mais elle aussi, elle est super inquiète. Elle me met ses frayeurs aussi sur moi. Oui, non, dame, mais fais attention, mais si, mais ça. Et moi qui suis indépendante depuis super jeune aussi, je suis là, mais moi j'ai quand même envie de faire mes trucs, je vois, je peux pas Bien sûr. je vais pas dépendre de quelqu'un qui va m'accompagner partout. Enfin bref, j'arrive, c'était en décembre. Le lendemain, c'est un jour férié, c'est le Dia de las Velitas, c'est genre le 6 ou 7 décembre. Et donc du coup, je peux pas aller à l'école. J'attends le lendemain d'après, où l'école est ouverte, et je débarque, tu vois, pour me présenter. Et là, je tombe sur la fille que je regardais sur les vidéos sur YouTube, la championne du monde Viviana Vargas. Tu la vois en vrai. Je la vois en vrai. Donc pour moi, c'est incroyable. Tu vois, c'est comme si tu sais, tu te retrouves face à ton idole. Et elle, super naturelle, super sympathique. Comme si je vivais là depuis toujours. Ah bah tiens, tu viens pour prendre des renseignements, etc. Je lui dis, bah écoute, c'est moi qui vous ai écrit de Paris. Moi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton projet? Et j'ai envie de me former de manière professionnelle. Je suis danseuse, mais ce style-là, je le connais pas, je le maîtrise pas. Je suis juste très motivée. Je suis là pour apprendre et j'ai tout mon temps et mon énergie pour ça. C'est ce que je veux faire pour ensuite le ramener en France et pouvoir le transmettre, l'enseigner et faire rayonner ce style-là et cette culture-là du coup à Paris où c'est pas très représenté. C'est ça le projet. Donc elle me dit: «Bah écoute, tu vas commencer avec des cours particuliers et cetera». Moi, je voulais faire des cours particuliers toute la journée, machin et tout. Elle me dit: «Bon, calme-toi, la salsa caleña, c'est quand même
intense. Donc on va s'organiser, elle me fait un planning et elle me dit: «Bah écoute», parce que moi j'avais déjà, tu vois, quand même, une certaine notion de OK, la technique, machin. Elle me dit: «Bah, on a un prof qui est super parce que, bah, lui, il est, ingresado, il vient d'une école de classique, à la base. Il a une formation classique, mais il est devenu danseur de salsa et c'est un de nos professeurs et c'est des leaders d'un de nos groupes parce qu'il y a 3 groupes représentatifs dans l'école. Du coup, la personne qui va devenir mon mentor artistique, qui s'appelle Diego Vidal et qui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et c'est la première personne que j'ai, rencontrée vraiment, avec qui j'ai créé un lien parce que c'était la seule personne avec qui je parlais dans ma journée, tu vois? Je te dis, je connais personne. J'ai la dame qui me loge, mais bon, bah, voilà, tu vois? C'est une dame, elle est âgée et cetera. Donc moi, la seule chose que je fais, c'est être chez moi, aller à mes cours particuliers et c'est le seul moment où j'interagis avec quelqu'un et que je passe, 2 heures avec lui et puis bon, il me fait, la misère, mais on parle, tu vois? Et on Au crée moins, une il y a un relation. contact. Voilà, Bah oui, parce exactement. que tu peux pas sortir, Non. donc Je veux forcément. pas me sortir me balader, visiter comme Mmh. ça, faire la touriste, non, Mmh. tu vois? Mmh. Et puis je suis pas là pour ça, je fais Ouais. quand même attention à mon budget. Voilà, je me suis dit: «Peut-être que je vais travailler là-bas». J'ai essayé d'ailleurs, mais bon, les conditions pour travailler en Colombie, c'est vraiment tu travailles 8 heures, tu gagnes une misère. Ouais. Donc c'était pas viable, le temps que ça me prenait pour, les 3 clopinettes qu'ils allaient me donner, c'est fait, hein. J'ai fait 1 mois dans un resto français. Mais c'était pas viable, donc bon, j'ai rapidement désisté. Et rapidement, en fait, dans l'école, ils m'ont proposé de donner des cours, Ah tu mais c'est vois? génial! Ouais. Des cours de Calenia? Non, pas du tout. C'était pas mon style, mais je donnais des cours de bachata. Donc tu savais aussi faire de la bachata? Ouais. Ouais, trop Ouais, bien. bah, oui, à Salsavoir, c'est une école quand même pluridisciplinaire, donc ils te forment un petit peu dans plusieurs disciplines. OK. Donc tu commences à prendre tes marques, en tout cas. Exactement. Je commence à prendre mes marques. En fait, mon rythme un peu, c'est tous les jours, j'ai 2 heures de cours particuliers avec Diego. La première fois, j'ai failli vomir. Mon premier cours avec lui, j'ai failli vomir, tellement c'était intense. Ah oui, physiquement, c'est autre chose. Et donc du coup, bon, je commence en cours particulier avec lui. J'ai pas une très bonne notion de date, donc tout ce que je te dirais, ça En sera tout peut-être un peu en tout aléatoire. cas, c'est entre 2013 et 2015 puisque tu restes 2 ans. Comment c'est devenu ton meilleur ami? Bah, en fait, c'est la seule personne avec qui je parle, tu vois? Je connais personne, donc Au point de devenir ton meilleur ami, bah, je sais pas, peut-être on parlait beaucoup pendant les cours, forcément. Et puis moi, par rapport aux autres jeunes, qui font partie, bah, comme je t'ai dit, là-bas, c'est un peu l'activité en dehors de l'école. Mes camarades, ils ont tous entre, 15, 16, 18, 19, 20, grand max. En fait, moi, j'ai l'âge des profs, D'accord. tu vois? Donc on est plus contemporains, on a à peu près le même âge. Et comme je te dis, on forcément, dans un cours particulier, il y a que lui et moi, donc on discute, il me raconte un peu ses trucs, moi je lui raconte les miens et cetera. Les liens se font et à un moment donné, bah, il commence à m'inviter, tu vois? Il me dit: «Ah bah tiens, on va faire ça et viens avec nous». Donc je commence à sortir avec eux et je fais de plus en plus d'affinités avec lui en particulier et puis ensuite, il commence à m'inviter avec lui. Sa famille m'accueille, son père me prend un peu sous son aile, sa mère pareil, un peu comme si j'étais, bah, leur fille quoi, d'une certaine manière. En Colombie, c'est très comme ça. Ils me cogen mucho cari Ils ont beaucoup d'affection pour moi et ils trouvent aussi ça très courageux, donc ils ont envie de, tu vois, d'être un peu ma famille d'adoption, là-bas en Colombie et c'est comme ça que ça se crée. Tu vas aussi te former quand même avec Ricardo Ouais. et Viviane? Alors, Viviana, c'est la directrice du groupe. Ouais. Tu vois? Mais en fait, elle n'enseigne pas. C'est-à-dire qu'elle, elle a ses profs. C'est elle la figure publique, mais elle forme pas, elle chorégraphie pas, elle fait partie des groupes. À l'époque, elle dansait encore, mais c'est pas elle à proprement dit qui forme, tu vois? Elle a d'autres profs et donc moi, je me forme avec celui dont je t'ai parlé qui s'appelle Diego et moi, j'arrive en Colombie et en fait, Ricardo, à ce moment-là, est au Japon. Donc je rencontre que Viviane quand moi, j'arrive et ça se passe comme ça. Quand tu intègres, quand tu viens, en fait, il y a un taller de nivelación, c'est, comme un espèce d'intensif où on te met à niveau pour qu'ensuite tu puisses intégrer les groupes. Et vu que moi, je me suis formée avec Diego, lui, il avait son groupe parce qu'il y a plusieurs, groupes, voilà, la base et la sub-base et machin. En fonction des niveaux aussi, en fonction des âges. Parce que vu que, comme je t'ai dit, c'est un système assez compétitif, les groupes sont formés en système d'âge et en système de niveau parce que, bah, dans les compétitions,
soit tu fais ta compète dans la catégorie junior, amateur, c'est organisé de cette manière-là. Donc moi, je me forme avec Diego, je fais mon intensif pour me mettre à niveau, entre guillemets, et à partir d'un moment donné, il me dit: «Bon, écoute, viens, commence à t'entraîner avec nous dans le groupe». Donc en fait, je combine les 2. Là, je passe toute la journée, à l'école, tu vois? Donc Pour j'arrive ton plus grand plaisir. pour mon plus grand plaisir et puis en même temps, bah, voilà, j'aide, je suis là, quoi. Donc je commence à intégrer les groupes et à danser, à me fondre un peu avec, les autres danseurs et là, les groupes, comment ça se passe? À chaque fois, en fait, tu es en train de te préparer pour une compète. Donc là, on était en train de se préparer, pour, non, la première compète où je suis allée et je les ai accompagnés, j'ai pas dansé à ce moment-là. C'était une compétition qui se faisait à Medellín. Donc du coup, bon, bah, voilà, je m'entraîne avec eux. C'est le directeur du groupe qui décide. Bon, bah, tiens, pour cette compétition, il va y avoir toi, tu viens, tu danses avec un tel, un tel, un tel. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se crée et en fait, moi, je commence à m'intégrer, en fait, dans la vie du groupe, comme n'importe quel autre danseur. Sauf que moi, dans ma tête, j'ai: «OK, moi, je vis pas ici, j'ai pas tout le temps, je suis pas là en train de faire ça en mode hobby» parce qu'il y en a plein qui font ça et après quand ils prennent les grandes études, ils arrêtent. Tu vois? Ils le font, comme un hobby même s'ils ont un niveau professionnel. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'ils dansent à un niveau pro, mais il y en a plein qui vont pas en faire leur carrière, tu vois? Ouais, contrairement à toi, en tout cas, où toi, tu avais déjà un projet. Ouais, moi j'avais déjà un projet et aussi pour moi, j'ai du retard en fait. Moi j'arrive en Colombie, j'ai pas, les capacités, techniques et physiques que la plupart ont parce que ça fait des années qu'ils le font. Tout ce qui est souplesse, grand écart, facial, latéral, j'ai jamais fait d'acrobatie. La seule chose que j'ai, c'est ma super motivation et mon obsession en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez obsessionnel et quand j'étais en Colombie, j'avais rien d'autre à faire non plus. Moi, j'ai organisé ma chambre. J'ai acheté un miroir, géant pour m'entraîner. Je rentrais de mes cours particuliers, j'allais m'étirer, je refaisais les exercices de torture de souplesse que Diego me faisait faire. J'ai acquis mes écarts des 2 côtés, facial, latéral des 2 côtés, gauche, jambe droite, facial, en un laps de temps. Maintenant je le vois super court mais vu que j'avais pas de point de comparaison, pour moi, j'étais toujours à la traîne. Donc en fait, il fallait que je rattrape et à partir du moment où j'ai acquis certaines choses et que j'étais en capacité physique de faire la même chose que les autres, bah, là, j'ai pu commencer à être pris en compte pour, Les pour compétitions. les compétitions, les trucs comme ça. Et donc là, t'en fais beaucoup? J'en fais plusieurs, un peu des locales, tu vois? Pas super, «importantes» entre guillemets et 2 grosses. La première année où je suis là, après peut-être que je me trompe en termes de date parce que j'ai une très mauvaise notion du temps, mais première compétition, que je fais, c'est le Festival mondial de salsa de Cali. Qui est un des plus grands. C'est une des plus grosses compétitions. Franchement, même en termes de niveau, bon maintenant il y a des compétitions partout, mais le niveau qu'il y a en Colombie, c'est autre chose, tu vois? Et surtout de par aussi la technicité de ce style qui est super acrobatique, tu vois des choses incroyables. Donc ouais, une compétition super importante. D'ailleurs, quand Diego m'a dit: «Tu veux le faire? Moi je pense que tu peux, vas-y fais-le», tu vois? J'avais des camarades, ça faisait 4 ans qu'elles étaient dans le groupe et c'était la première année aussi qu'elles allaient faire la compète, tu vois? À partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à me dire: «Ça va en fait», tu vois? Ça va. En fait, finalement, je suis pas si à la traîne que Ouais, ça. finalement, je suis pas si nulle. Ah oui, non, parce que bon, dans tout ce processus, j'ai la frustration, tu pleures, «Qu'est-ce que je fous là? Je vais jamais y arriver», en plus, tu es toute seule, tu vois? Donc tu as toute cette pression aussi. Bon bref, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est normal, en Ouais. fait. Là, j'ai mon poids de corps, normal, je pèse 57 kilos. Je suis arrivée à peser 47 kilos, 10 kilos de moins. Waouh! J'étais comme ça et j'arrivais pas à manger, que j'ai fait une petite dépression, mais bon, je m'en rendais pas compte à l'époque. Pour faire un peu la rétrospection, quand je suis arrivée, je t'ai dit, c'était en décembre et la Feria de Cali, là où il y a le Salsódromo, l'événement où, bah, voilà, c'est un peu comme, le carnaval de Rio, si tu veux, mais version salsa. Donc c'est l'événement culturel de salsa le plus important du monde, tu vois? Ça existe nulle part ailleurs. Ouais. Bah, je suis arrivée en décembre et le Salsódromo, c'est le 25. Donc moi, je venais d'arriver, bien évidemment, j'allais pas le faire. Mais Diego, il avait des places et c'est sa famille, elle est cristiane, elle va pas voir le Salsódromo. Et je me souviens que je me suis dit dans ma tête: «Putain, si l'année prochaine, j'arrive à faire partie de ce truc-là, j'aurai, atteint mon objectif». En gros, c'était un peu mon goal,
Tu vois, c'était un objectif précis à partir duquel je pourrais me dire OK, j'ai atteint ce que je voulais entre guillemets. Et en fait, avant même ça, j'ai commencé à faire des compétitions pas plus importantes, mais techniquement plus complexes que ce que tu fais quand tu danses dans le salsódromo, tu vois. Et puis cette même année d'ailleurs, je l'ai fait, où j'ai participé en tant que danseuse dans cet événement, etc. Donc en fait, j'ai accompli tellement de choses qui étaient des rêves pour moi à la base, où je me disais, mais je me croyais pas forcément capable de le faire en ce laps de temps, que ça a été une année très, très riche en plein de choses, tu vois. En réalisation, en En réel, émotion. exact. Et où tu dis, ça y est, en fait, je suis capable, quoi. Ouais. Ouais. Et puis beaucoup aussi, comme tu dis, de ça y est, je suis capable, d'une confiance qui se crée, qui se nourrit en fait de preuves concrètes et tangibles sur lesquelles tu peux t'appuyer. Parce que comme je t'ai dit, on part de loin. Moi, j'étais cette fille un peu très perfectionniste. Bon, je le suis encore, mais à ce moment-là, encore beaucoup moins sûre d'elle, beaucoup moins sûre de ses capacités, tu vois, où à chaque fois c'était oui, si, ça, mais Il y a toujours le mais, en fait. Ouais, non, et puis ce que me reflétait beaucoup d'adultes qui étaient autour de moi, c'était un peu cette déception que j'étais pas assez ça parce que je rentrais pas dans les cases, je faisais pas les choses comme tout le monde. Donc bon, il y avait ce côté-là où tu as besoin de sentir que tu as de la valeur et moi je l'ai trouvé réellement à travers la danse et à travers les choses que j'ai concrètement que j'ai gagné à force de travail, d'efforts, de sueur, de courage aussi, parce que pour suivre un espèce de rêve un peu utopique, parce que maintenant quand j'y pense, tu te dis mais c'est fou, tu vois? Et t'en es fière maintenant? J'en suis très fière et je me remercie d'avoir pris ces décisions-là à ce moment donné, même si j'en ai bavé. Mais en fait, tout prend son sens, aussi maintenant par rapport à ce que je fais ici, je vois que c'était vraiment, ça a son sens, tu vois? Donc tu fais finalement le carnaval 1 an après. Tu vas te produire quand même à d'autres endroits, le Delirio, Ouais. le Festival mondial de salsa, le Je pars faire de la compétition aussi avec le même groupe aux États-Unis. À Miami? Ouais, à Miami. Redis-moi le à Miami. À Miami. J'adore. Ouais, c'était la World Latin Dance Cup. Exact. Et ça, c'était comment ça? C'était incroyable. Alors bon, c'était une péripétie. J'imagine, on a voyagé, on était 25 danseurs, plus Deo qui était le directeur du groupe. Donc lui, il était avec la responsabilité de tous ces jeunes qui, comme je t'ai dit, la plupart étaient jeunes. Donc du coup, bon, moi, j'étais un peu là pour l'aider aussi à cadrer tous ces enfants. Bah ouais, écoute, à 15 ans, c'est des enfants, hein. Et comme je t'ai dit, voilà, moi, je faisais partie du groupe, mais j'avais le même âge que les profs, quoi. C'était vraiment c'était une vraie péripétie pour la plupart. C'était la première fois qu'ils voyageaient. On a fait des activités parce que la plupart, en fait, sont quand même issus de milieux populaires, pas forcément pauvres, mais voilà, la classe populaire, moyenne, mais populaire plutôt. C'est des gens qui voyagent pas à l'international, c'est sûr que tes pesos là-bas, tu vas pas faire long feu avec. Il y a aussi, tu dois pas juste payer ton billet d'avion et puis avoir un endroit où être, tu dois aussi payer ton visa et pour ton visa, il faut aller à Bogota, tu vois? Donc c'était très compliqué et là aussi, moi, j'ai vraiment vu le privilège en fait que moi j'avais en tant que Française par rapport à toutes ces difficultés-là qui viennent se rajouter à il faut financer ton voyage, etc. Mais en plus, t'as ça, t'es pas sûr qu'on va te le donner. Pour moi, c'est fou, tu vois. Même quand j'y pense maintenant, je trouve ça c'est incohérent pour moi, tu vois. Il y a une certaine injustice, effectivement. Non, mais oui, clairement. Parce que t'es né à tel endroit, fin de compte, t'as le droit d'aller à tel endroit et pas à un autre. C'est très, très injuste. Et là-bas, on s'est fait aider aussi avec une des danseuses du groupe qui a de la famille aux États-Unis. En fait, elle a une tante qui nous a accueillis chez elle. Et on était 25 à dormir dans un salon, avec les couvertures à même le sol, et tous empilés comme ça, les uns à côté des autres, vraiment comme des sardines, tu vois. Un salon pour les filles et puis la chambre pour les garçons. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais on était tellement contents, excités, heureux de faire ce truc-là, tous ensemble. C'était ouf de voir ça, de le vivre, de les voir le vivre aussi. C'est comme mes petits frères ou mes petites sœurs. Il y avait plein de choses qu'ils savaient pas de comment ça se passe. C'était mignon.
Et puis les États-Unis, donc il y a un Ouais. peu le rêve. Ouais. Et comment ça s'est passé? Vous avez réussi? Ça s'est super bien passé. On a fait la compétition dans plusieurs catégories et la catégorie Salsa Ladies, donc c'est que groupe féminin. Parce que bon, effectivement, tu voyages avec tout un groupe, autant te lancer dans toutes les catégories, tu vois. Tu multiplies les chances. Exactement. Et non, franchement, pour la première compétition qu'on a fait à l'international, on est arrivé en 4e place. Ah, vachement bien. Ouais. Mmh. Ouais, T'es pas ouais, sur le ouais. podium. C'est toujours la 4e place la plus dure, je trouve. Oh, Oui. elle fait mal quand même cette place. Oui, oui, Ouais. oui. Mais c'était une expérience incroyable. Mmh. Incroyable. Il y a d'autres événements qui t'ont un peu plus aussi marqué dans toutes ces compétitions? Le thème compétitif, ça a jamais été un objectif pour moi. Tu vois, même encore là aujourd'hui, même si effectivement c'est challengeant, tu vois, ça te donne un objectif, un but. J'ai jamais eu ce truc-là de oui, je veux, je sais pas, gagner telle compète ou telle autre compète, alors que je sais qu'il y a des danseurs qui sont vraiment drivés par ça, tu vois. Moi, j'ai vraiment ce côté, je veux faire rayonner cette culture, visibiliser la salsa caleña, en gros, c'est ça. Donc pour moi, toutes ces expériences-là que j'ai faites, elles m'ont permis de gagner en légitimité de moi vis-à-vis de moi-même. Tu vois? C'est même pas par rapport aux autres, c'est pour moi, OK, maintenant que je reviens et que je transmets, bah, en fait, je viens pas de nulle part, j'ai pas pris 3 cours, là-bas, et je suis revenue et j'étais en vacances et non. J'ai vraiment fait tout un processus, j'ai, travaillé dans cette industrie. J'ai fait mes preuves, j'ai fait des choses et du coup, maintenant, je me sens capable de venir et de transmettre et j'ai quelque chose à donner, tu vois? Ouais, en fait, tu es allée chercher ta légitimité, en fait. Mmh. En étant peut-être effectivement née ici, Ouais. c'est difficile, j'imagine, le regard des Colombiens qui se disent: «Non mais attends, toi, t'es une Colombienne, mais pas vraiment, en fait». Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, à ce moment-là, je le voyais même pas par rapport aux autres parce que je pensais pas que j'allais avoir ce genre de commentaires ou de retours, tu vois? C'était plus par rapport à moi, je voulais me sentir, en confiance. Je voulais pas me sentir un peu comme une impostrice, un charlatan, il y en a beaucoup, tu vois? Ça arrive. Je veux dire, c'est un milieu où il y a pas vraiment de diplôme d'État comme quoi, il y a pas non plus, énormément de représentation donc du coup, n'importe quel Colombien qui arrive ici, peut se dire, «Bon, bah, moi, je vais ouvrir mes cours et tu en as», tu vois? Et chacun fait ce qu'il veut, sauf que moi, j'ai pas les cojones, tu vois, pour le Ça, faire. on n'a pas besoin de traduire, tout va bien. Tu vois, j'aurais trop honte en fait, je peux pas, Ouais. j'ose pas, Ouais. j'arrive pas. Pour moi et même encore maintenant, j'ai toujours: «Non, j'ai besoin de plus, il faut que je me forme plus, il faut que je fasse plus ci, il faut que je fasse plus ça». Après à un moment donné, tu apprends qu'il faut te lancer, que c'est l'expérience qui va te donner l'expérience. Évidemment. Mais moi, je suis plus, team, perfectionniste, il faut bien se préparer, tu y vas pas à l'improviste, faut que voilà, tu vois? Ouais. Et tu vas partir à un moment donné aussi au Japon. Alors, dans tout ce processus-là où je suis en train de me former, je commence à intégrer le groupe, je commence à faire les premières compètes. Ricardo n'est pas là, est au Japon. Le directeur. Le directeur et le partenaire de Viviana, le The champion. one, quoi. Ouais, the one, tu vois? Il arrive et il rentre, il revient en Colombie et forcément, bah, voilà, il revient à l'école et cetera et tout et moi, c'était un jour où je donnais cours, c'était un matin, je m'en souviens très bien. J'étais en train de donner cours dans la salle du haut. Je suis en plein cours, tu vois? J'ai des miroirs devant moi et tu sais, tu vois les gens, tu vois tes élèves derrière toi. Et il y a quelqu'un qui monte, qui vient et qui passe la tête, tu vois, pour regarder un peu le cours. Je le vois, tu vois, je le reconnais. Et je vois que c'est lui. Et moi, en plein cours et tout, je continue. Et dans ma tête, toute la fin du cours, j'étais là, putain, c'est Ricardo Mouri. Genre, c'est ouf. Dans ma tête, ça a été Électrochoc. mon Dieu. Donc, je savais très bien que j'allais sortir du cours, j'allais descendre, il allait être en bas, tu vois. Ouais, t'étais pas prête, c'était la première fois que tu le voyais en vrai. C'était la première fois que je le voyais en vrai. Je savais pas du tout qu'il allait rentrer, qu'il allait être là. Bon, j'étais pas prête du tout, tu vois? Moi, je venais comme n'importe quel de mes samedis, faire mon cours, de bachata le samedi matin et après il y avait le cours d'une autre prof et voilà, tu vois? Et là, je descends, il est en train de discuter avec mes camarades qui lui ont parlé de moi, en fait. «Ouais, la francesita, nanana» et Ah, la cetera. française. Ouais. Ouais. Oui, bah, oui, forcément, j'étais la sensation là-bas. Il y a pas beaucoup de Français. Bon, maintenant, il y en a beaucoup plus, mais à cette époque-là, c'était vraiment, ça se faisait pas, tu vois? Et je descends et donc du coup, il me parle comme ça, comme si on se connaissait toute la vie, tu vois? «Ah salut, ça va? Bah, alors, on m'a dit que, tu étais française, que tu étais venue nanana et tout, que tu dansais de la salsa en ligne, genre du porto, du mambo».
Et j'ai dit: oui» et il m'invite danser. Il me dit: «Fais voir ce que tu sais faire, non, non, non» et il commence à danser avec moi et cetera. On fait même pas une danse en entier, tu vois? On fait 3 passes et là, il commence à me taper la discute. Il me dit: «Ah bah tiens, on m'a dit ça et tout. Putain, super intéressant, c'est ouf, Attends, machin, tu machin». fais 2 ou 3 pas, il t'arrête et après vous continuez la conversation? Bah voilà, il me fait danser, Logique, quoi. voilà et on fait 3 passes ensemble, et après, On commence reprend la conversation. voilà, Logique. exactement, tout dans la naturalité la plus totale. Donc on discute et là, il s'intéresse un petit peu à mon parcours, de pourquoi et que tout. Je pense que, bah, forcément, c'était curieux pour lui et après j'ai compris un petit peu que, il trouvait ça assez, courageux et que pour lui, c'était gage de: «Ah putain, cette nana, elle a vraiment envie d'apprendre», tu vois? Et en fait, à partir de là, à ce moment-là, on parlait sur Facebook, à m'inviter, en fait, à tous ces cours. C'est-à-dire que Ricardo Murillo, c'est vraiment une figure d'autorité à Cali. C'est un des pionniers, c'est un des maestros de toute une génération. Il est très, très respecté et à chaque fois que lui et surtout qu'aussi, vu qu'il a beaucoup voyagé, il a appris beaucoup de choses des autres Différent. styles. Donc du coup, à chaque fois, on l'appelle quand il vient en Colombie, bah, voilà, il rentre, on l'appelle pour donner des cours dans toutes les écoles. Les danseurs qui se préparent pour des compétitions lui demande, du coaching, voilà, il est très, très sollicité et donc du coup, à chaque fois qu'il avait des cours à droite à gauche, en fait, il m'envoyait un petit: «Ouais, tiens, je donne cours à tel endroit et tout, si tu veux, passe. Viens au cours» et il me faisait rien payer. Tu vois? Il m'invitait aux cours qu'il donnait dans d'autres écoles et il me faisait pas payer et je venais et moi, j'ai commencé, en fait, à me greffer à lui et à apprendre, quoi et Apprendre toutes les connaissances qu'il avait. exactement, c'est-à-dire que pour moi, j'ai 2 mentors, 2 grands mentors, tu vois? Pour moi, en tant que danseuse, en tant qu'artiste, c'est Diego qui m'a créée, je suis sa création de A à Z et je parle en salsa caleña, hein, bien évidemment, parce que j'avais quand même un petit background. Je vais pas, cracher du tout sur mon background qui m'a permis justement d'acquérir le niveau que j'ai eu ensuite en salsa caleña et un mentor, du côté, formateur, enseignant, pédagogue, tout ce qui est plus, de l'ordre, bah, voilà, de l'enseignement pour, la salsa caleña sociale. C'est ce que je te disais au tout début, que voilà, il faut bien faire le distinguo, qu'il y a le spectaculaire, le show où tu vas faire certaines choses, il y a certaines règles, tu vas danser d'une certaine manière et le social, ce que tout le monde va La danse de pratiquer rue, exactement. et Ex ça, c'est plutôt Ricardo. et ça, c'est plutôt Ricardo, non, c'est-à-dire que forcément, il a fait son chemin, il a fait ses preuves, il a fait de la compète, il a eu sa vie artistique, sa carrière artistique, mais après, il est plus rentré, bien évidemment. Je pense que c'est un peu le chemin de tous les danseurs. À un moment donné, tu deviens chorégraphe, plutôt tu es un peu en background et tu formes et Et tu tu crées coaches aussi. et tu crées et voilà. Et donc il est parti plus dans le côté, bah voilà, coaching, enseignement, formation, pédagogie. Et en sachant que c'est un très très bon pédagogue et c'est aussi sa zone de génie. Donc en fait, nous 2 on s'est trouvés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à discuter, dès cette première fois d'ailleurs, tous les 2 on était super passionnés par l'enseignement, par, OK, comment est-ce qu'on peut trouver une meilleure manière de transmettre ce style qui est beaucoup moins connu? Pourquoi est-ce qu'il est moins représenté? On Pourquoi a d'ailleurs il est moins représenté alors? Est-ce que c'est alors parce que tu as commencé à dire un peu une oui, réponse? C'est-à-dire que, étant donné qu'il y avait beaucoup moins de possibilités de voyager pour des ouais. raisons politiques, déjà il a pu moins s'exporter. Ouais, au début, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on avait du retard et ensuite ce qui s'est exporté, c'est beaucoup le style, de show, Mmh. compétition et spectaculaire. Mais parce que tu le voyais à l'international lors des compétitions. Mmh. Exactement, c'est vraiment ça et les danseurs qui ont commencé à sortir et à du coup s'expatrier pour éventuellement créer leurs écoles dans d'autres endroits, dans d'autres pays, disons que, quand tu te formes à Cali, c'est pour faire de la compète et du spectaculaire. Tu vois, c'est pas comme les cours, de cubaine ou de mambo que tu vas prendre ici. Personne ne fait de la compète, tout le monde fait du social. Là-bas, c'est l'inverse. Les cours que tu prends, c'est pour du show ou de la compétition. Tous les danseurs qui se sont formés, à moins d'avoir eu, un prof avec une certaine pédagogie qui t'a influencé d'une autre manière, la plupart sont pas armés, en fait, pour tout ce côté-là de transmettre à des moldus, à des Des moldus! pour ceux qui ont la ref. Oui, bah oui, on l'a la rêve. Des non-danseurs, tu vois? Et vu que moi je venais de ça, j'enseignais à des non-danseurs, à des gens qui voulaient apprendre, voilà, pour danser en soirée. Donc moi, je voulais vraiment retransmettre ça aussi. Donc j'ai fait moi ma carrière artistique pour moi, me nourrir moi,
Mais je savais pertinemment que moi, ce que j'allais transmettre et enseigner, c'était pas ça. Et Ricardo avait ce truc-là. Ricardo a toujours développé le caractère du guidage, de l'improvisation, etc. C'est sa génération. Il n'a pas commencé à apprendre par un prof qui lui a enseigné directement de la chorégraphie. Lui, il a commencé tout seul, dans la rue, en social. Donc lui, il avait ça, tu vois. Et ensuite, il s'est professionnalisé, et ensuite, il a fait de la compète, etc. Mais il avait déjà ça, il était passé par ce filtre-là. Alors que la plupart des jeunes générations, en fait, elles sont pas passées par ce filtre-là. Elles ont commencé à 14, 15, même 6, 4 ans, directement à faire tout, super spectaculaire, on te jette par-ci, on te jette par-là. Et ils ont pas fait sortir en soirée, danser avec des non-danseurs, comment est-ce que je danse avec, comment est-ce que je guide, réception de guidage. Et c'est un mindset complètement différent. C'est un mindset totalement différent. J'ai eu la chance, tu vois, de coïncider avec exactement ce dont j'avais besoin. Ouais, c'est magique ça. Ah, mais c'est fou. Et c'est là C'est la providence pour moi. Ouais, c'est ça. C'est là où tu disais le destin. Comment il va t'amener alors au Japon? Alors, c'est pareil, du Ricardo encore, hein, comme au début, la première entrée assez, tu vois, normale. Déroutante. Salut, j'arrive. Vas-y, je te fais un pas de deux. C'est ça. Et ben, comme je te dis, on avait ce lien un peu comme ça, où à chaque fois qu'il avait des cours, il m'invitait et tout. Et ensuite, à la fin des cours, on passait des heures à discuter de pédagogie, de ci, de ça, de plein de trucs qui nous intéressent, nous, mais qui intéressent très peu de personnes, en vrai, parce que ce genre de conversation, je les ai qu'avec lui. Et un jour, comme ça, il me dit, pareil, tu vois, sur Facebook, comme ça, comme quand il m'écrivait pour m'inviter à des cours, ça te dirait d'aller au Japon? Et moi, j'étais là, genre, j'ai pas compris, tu vois. J'étais là, genre, quoi? Il me dit, non, mais t'inquiète, tiens, j'ai un cours à tel endroit, à telle heure, viens et puis on en discute. Donc bon, moi, je vais à mon cours, etc. Et après le cours, il me dit, oui, en fait, je t'explique, moi, tu vois, j'étais au Japon avant de venir. Je travaille là-bas dans un centre culturel où il y a plusieurs disciplines, où ils enseignent, il y a des profs de tango argentin, il y a des profs de belly dance, il y a des profs de flamenco, et il y a les profs de danse latine. Et en fait, vu que c'est un centre culturel, ils veulent faire venir à chaque fois, c'est de nouveaux profs. Tous les 6 mois, 1 an, c'est un nouveau prof. Et donc moi, j'ai fait la dernière saison, et là, pour cette nouvelle saison, en fait, il y avait une Argentine, elle devait y aller, etc. Mais elle a eu un accident de voiture, elle est morte. Et du coup, ils sont désespérés parce que il leur manque un prof, une prof, notamment pour cette nouvelle saison. Ils font chaque fois venir 2 profs, tu vois, un garçon et une fille, pas forcément du même endroit. Et donc le garçon venait de Cuba et ils avaient déjà le prof, mais il leur manquait la danseuse. Et donc du coup, ils demandent à Ricardo s'il a pas quelqu'un à recommander, tu vois. Et moi, j'étais là, mais ok, très bien. Et je lui dis, mais pourquoi moi, en fait? Tu vois, encore cette histoire de cette confiance, tu vois, que toi, t'as pas, mais que les gens te transmettre que, fin de compte, bah si, tu peux, tu vois. Et lui, il me disait, écoute, Véronica, ce que je lui dis, ici en Colombie, il y a 15 000 danseuses bien plus spectaculaires que moi. Et il me dit, tu sais, dans ce milieu, il n'y a pas que le talent ou ton niveau ou la technicité ou le spectaculaire, etc., que tu peux faire. Il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en compte dans le monde du travail, qui comptent et qui sont super importantes. Comme la discipline principalement, être quelqu'un de responsable, être quelqu'un de confiable, voilà, tu vois? Et toutes ces qualités-là, toi, je sais que tu les as et je sais que si je te recommande, tu vas faire en sorte de bien faire le taf. Alors que bon, peut-être que je vais recommander quelqu'un d'autre qui, oui, peut-être elle a plus d'expérience, peut-être qu'elle a fait plus de championnats et qu'elle a un palmarès, de compète, incroyable. Mais je suis pas sûre qu'elle va tenir sur la durée, parce que quand même le Japon, c'est aussi, totalement une autre culture, un autre pays, le rythme de travail et être responsable. Donc il me disait: «Moi, il faut que j'envoie quelqu'un en qui j'ai confiance et je sais qu'il va bien faire le taf et je sais que tu as toutes les capacités qu'il faut, artistiquement parlant, je le sais et aussi je sais que tu es quelqu'un, qui est responsable et que tu es courageuse et que tu vas mener le truc», tu vois? Tu vas Ouais, faire t'es arrivée à Cali, pourquoi pas partir au Japon, hein? voilà. Et ça tombait plutôt bien parce que je commençais à être, HS, tu vois, en termes de liquidité, Tant comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler aussi dans l'école, je donnais des cours, j'ai commencé à faire des shows aussi, donc du coup, bah, voilà, j'étais payée, à la locale, comme les autres danseurs du groupe. Mais bon, voilà, moi, je vivais pas chez mes parents, Ah oui. tu vois, c'était pas les mêmes conditions, donc c'est commencé à être ric-rac, je vivais et sur mes économies et sur, bah, ce que j'arrivais à me faire un petit peu, en travaillant là-bas avec la danse.
parce que j'ai travaillé, comme je t'ai dit, j'ai fait un test, j'ai essayé de travailler dans autre chose. C'était pas viable du tout, donc j'ai continué et j'ai réussi à travailler avec la danse, aussi en Colombie, tu vois? Mais on va pas se dire, je gagnais pas des millions, c'était pas non plus Oui, bien sûr. Donc le Japon, c'était parfait. donc le Japon, ça tombait à pic parce que je commençais à me dire: «Bon, bah, je vais faire comment?» tu vois? Pour renflouer un peu les caisses, surtout que les conditions au Japon, bon, c'était, un salaire, qui pour moi, européen, c'était, un SMIC, tu vois? C'était pas non plus ouf, mais pour eux, en Oui, c'était pesos, énorme. c'était énorme, tu Bien vois? sûr. Donc moi, je me disais: «Bon, avec ça», surtout que, bah, là-bas, tu logé, t'es pas nourri, mais t'es logé, tu vois? C'est eux qui payent, C'était où? tout C'était à ça. Tokyo? Non, c'était à Fukuoka et une autre, ville, voilà, du Japon, plus petite. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, écoute, c'était une expérience incroyable qui m'a appris à travailler, mais à travailler parce qu'au Japon, le travail, c'est très, très important. La discipline aussi, je pense, Ouais, le effectivement. travail, la discipline, j'avais des cours tous les jours et pas mal d'heures de cours tous les jours. Il fallait que je crée avec mon partenaire, bah, qui m'avait assigné là-bas, c'était un Cubain. Donc ça m'a aussi permis de faire un échange, de savoir, incroyable parce que c'était un danseur, bah, du folklore national de Cuba. C'est voilà, une grosse institution, c'était pas n'importe quel danseur. Bon, à Cuba, ils sont super, ils ont des études, en termes d'art très, très poussées, ils sont très, très bons. Donc du coup, j'ai collaboré avec un artiste incroyable, et qui m'a énormément aussi appris, donc moi, ça m'a énormément nourrie, et il fallait créer vite et en fait, j'étais vraiment dans le monde, pour le coup, du travail. Tu vois, en Colombie, j'étais dans le groupe, j'étais leadée par, bah, un leader qui guidait le groupe. Là non plus, c'était pas moi qui étais à la tête, mais on devait quand même gérer notre pôle de danse latine, tu vois, à De 2. manière indépendante, ouais. Un peu, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, il fallait créer, parce qu'il y avait des shows, assez régulièrement. Tu avais un planning, en fait, de cours réguliers de toute la semaine et à côté de ça, bah, voilà, tu avais des échéances un peu plus ponctuelles avec des choses comme ça. Et ça devait être intéressant quand même d'apprendre à des Japonais, parce que c'est pas du tout la même manière. Ah, c'est pas du tout la même manière. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est très gratifiant parce que c'est vrai qu'au Japon, les gens ont un respect du prof qui est, ouf, tu vois? Tu personne qui va bavarder dans ton cours, quand tu leur demandes de répéter un Il truc, y a ils vont pas le d'insolent, faire. hein? Ah non, il y a pas d'insolence, ça pour le coup, voilà et moi je venais d'enseigner en Colombie quand même, hein, donc c'était pas pareil, tu vois? L'ambiance n'était pas la même, mais ce respect du prof, bah, tu sens vraiment que ce que tu fais, c'est important et que ça a de la valeur parce que faut pas se leurrer quand même, quand tu es prof de salsa, c'est pas pareil que quand tu es prof de physique. Tu vois? Le statut peut-être à l'université n'est pas le même que, je sais pas. Pour le moment encore, mais bon, voilà, c'est encore des jugements, tu vois? Ouais, mais pour le coup, quand tu vas au Japon, tu te rends compte que fin de compte, bah, en fait, si, tu es le sensei. Le savoir. Mmh. Et ouais, et ça, c'est important. C'est ça que tu as tiré le plus de cette expérience? J'ai appris à travailler, j'ai appris à taffer. Ah là, pour le coup, moi, c'est vraiment ça. Pour moi, ça a été une formation intensive du vrai taf, de danseur avec tout ce que ça englobe. Parce que quand tu danses, bah, voilà, tu peux, travailler en enseignant, tu peux travailler avec des shows, tu peux travailler en tant que chorégraphe. Il y a une petite palette, mais ça tourne quand même autour de ça. Et en fait, là-bas, bah, je devais faire un peu de tout et tu vois, aussi créer des chorés pour tes groupes, les élèves, c'est des choses dont j'avais pas encore l'expérience et que j'ai dû apprendre sur le tas parce que, bah, voilà, c'était comme ça, il fallait le faire et puis, bah, j'étais là pour ça et bah, tu fais, tu vois? Et tu es restée les 6 mois. Ouais. Ouais, ouais, j'ai fait toute ma saison, ça s'est très bien passé. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, effectivement, de Cali à je sais plus la ville, là, j'ai pas retenu, mais Fukuoka. ouais, c'est hallucinant. Tu reviens et après tu vas partir à New York. Donc je repars en Colombie et là, en fait, il se passe un truc où je trouve plus ma place. Comme si, bah, en fait, ce que j'étais venue faire, j'avais fait le tour, tu vois? Entre guillemets. C'est pas que j'avais fait le tour, mais j'étais venue pour un but bien précis et j'avais commencé à vivre un peu ma vie en tant que danseuse comme si je vivais en Colombie et ensuite j'ai eu l'opportunité du Japon. Bah, je reviens en Colombie parce que c'est là où je suis en train de vivre à ce moment-là. Mais là, Oui, ben, il y a une autre étape à avoir. exactement. Voilà, je pense qu'il fallait passer un autre step et donc du coup, je sens que je suis plus à ma place et donc je commence à me dire: «Non, bah, écoute, faut que je continue à me former et cetera». Donc moi, j'adore aussi d'autres styles, dont des danseurs que j'admire énormément qui sont à New York. Donc je me dis: «Bon, bah, vas-y, je pars à New York».
Je vais continuer à me former parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours ce truc-là de il faut que je me forme plus, parce que non, je suis pas encore prête, je suis pas encore prête, je suis pas encore prête. Pour cette espèce d'assurance que j'ai besoin d'avoir, moi, pour me lancer. Et donc, du coup, je pars à New York et en plus, j'ai des facilités parce que j'ai ma tante qui vit là-bas. Ah, là, pour le coup, on connaît quelqu'un. Là, C'est pour bien. le coup, on connaît quelqu'un, donc c'est très bien. Et puis New York, c'est une grande ville, ça ressemble beaucoup à Paris. Bon, dans la manière de se mouvoir, tu vois, il y a le métro, c'est très rapide, les gens sont speed, voilà. Tu connais. Et en plus, je connais un peu, j'ai déjà été et je sais exactement les artistes avec qui j'ai envie de travailler. J'ai plein d'idoles là-bas, donc je me fais mon petit planning et cetera. Tel jour, je peux courir avec un tel et cetera et je me dis: «Je reste 3 mois», ce que tu as le droit avec un visa, normal, sans demander un visa d'études ni quoi. Donc je fais le maximum et là, pareil, j'ai encore des opportunités de travail qui se présentent à moi. Mes idoles, pareil, qui me proposent de rester, de m'intégrer dans leur compagnie. Et là, c'est de la salsa Du mambo. d'Aporto, donc. Ouais, OK. la Donc Porto. ça veut dire que là, tu sors de la Calenia. En fait, moi, j'aime la salsa. Je peux danser de la cubaine, je peux danser du mambo, je peux danser de la caleña. C'est ce qui est très rare parce que le style de la caleña, la plupart des gens ne le maîtrisent pas, tu vois? Tu vas trouver beaucoup de gens qui font de la porto et de la cubaine, mais de la caleña, c'est un peu plus complexe et vu que moi, bah, de par mon parcours, voilà, donc j'ai réussi à me former un petit peu dans les 3 et à un assez bon niveau pour le coup. Et donc du coup pareil, fan de certains groupes, super connus, comme Yamoulé, Karel Flores et cetera. Donc j'intègre son groupe à elle, qui est une danseuse que j'admire depuis toujours. Le groupe de Yamoulé, bah, je commence à prendre des cours, à prendre des cours. Le directeur me dit: «Bah, écoute, pourquoi tu restes pas, pour, intégrer un de nos groupes?» et cetera. Bon, c'est un processus, hein, c'est pas tu vas tout de suite danser avec nous, avec le Bien groupe sûr, pro. bien sûr. Mais en gros, voilà, je pense que tu peux rester, avoir le potentiel et cetera, tu vois? Donc tu c'est pour moi pareil. Encore une fois, je suis là, putain, je sens que ce que je fais, bah, c'est pas si mal que ça. Et pour des raisons purement de voilà, de papier et cetera, je décide de pas prendre cette décision et je pense que, fin de compte, c'était pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Mais j'ai douté, j'ai douté à un moment Ah, donné. attends. Avec le recul, tu aurais préféré rester? Non, Ah, non, ah avec voilà. le recul, j'ai pris la Ah, bonne décision. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je pense que j'avais eu les facilités, en termes de papier et cetera, de rester, en toute légalité, pourquoi pas, tu vois? Ça m'aurait bah, peut-être dévié. bien sûr. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que rentrer à Paris, c'était lancer mon projet, toute seule, tu vois? Et j'avais peur. J'avais peur, en vrai, j'avais peur de je sais pas, de comment j'allais faire, Bah, c'est quand même, tu une énorme montagne, en face de toi, donc il faut tout commencer, c'est normal, c'est pas dénué de sens. ouais et puis aussi toute cette insécurité qui est toujours là, tu vois? De: «Ouais, mais tu qui toi?» tu vois? Pour faire ça, tu qui toi, tu vois? Et c'était plus facile de rester, dans un groupe, de suivre le flow et là, c'était créer un truc, toi, toute seule. Et donc du coup, je pense que je repoussais un peu, tu vois? En me disant: «Oui, non, il faut que je continue à me former» et cetera. Je poussais un peu, tu Ah, c'était vois? un peu un l'échappatoire encore une fois. Ouais. Je rentre à Paris, mais en fait, je j'ouvre pas mes cours, tu vois? Je me mets à travailler dans la restauration. Ah, j'adore! Non, mais là, tu vas rigoler parce qu'il y a une anecdote comme quoi la vie, c'est pas ton chemin et non, tu vois? Tu Tu vas vas pas y aller. t'échapper. Ouais. Et je suis là, dans un resto, qui faisait, du clubbing. J'étais derrière le bar et cetera, à faire mes cocktails et tout. En plus, j'ai de l'expérience, j'ai travaillé beaucoup dans la restauration, notamment pendant que j'étais en formation à Salsa Bar et tout, pour la payer. Et il y a un de mes camarades de collège qui, est dans la boîte, tu vois, qui fait sa soirée avec ses potes, qui me reconnaît. «Ah Véronica, ça va, qu'est-ce que tu deviens?» Et moi, je suis là avec mes cocktails et tu vois, avec mes bouteilles et tout, en train de: «Ah ça va, tranquille». Et la danse, tu sais, le truc, La claque. ouais, parce que, je te parle du collège. Donc ça veut dire que déjà à cette époque-là, je devais bassiner tout le monde avec la danse. C'est vraiment l'association qui l'a fait de moi, c'était Véronica, la danse. «Ah et la danse, tu continues la danse et tout?» Et je me suis sentie tellement j'ai eu honte. J'ai eu honte, tu vois? Je me suis sentie, ridicule, pas à ma place, mais qu'est-ce que tu fous, tu vois? Qu'est-ce que tu fous à faire des cocktails? Ouais, Alors que tu es allée au bout du monde, tu es allée à ouais. Cali, tu es allée au Japon et tu es allée à New York. Ouais, bah, non, bah, tu vois, je voulais faire comme tout le monde, la stabilité, avoir un CDI, Parce qu'à ce moment-là, quand tu rentres de Paris, tu t'étais dit ça? Tu t'es dit: «Je ne fais rien en fait».
Non, c'est pas ça, c'est que je crois que j'ai essayé, mais je savais pas par où commencer, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que tu lances tes cours, comment tu fais ta com, je savais pas et puis personne me connaît. En fait, je savais pas comment faire et j'avais aussi j'avais, tu vois, les chocottes, quoi. En fait, quand un projet est tellement important pour toi, rien que l'idée de l'échec, elle est insupportable. Elle est tellement insupportable que tu as même peur de t'y confronter parce que, bah, si ça fonctionne pas, tu sens que tu vas mourir. Donc tu préfères te mettre tout de suite en échec. Voilà. Tu te lances pas comme ça, bon, bah, écoute, tu vivras pas ce truc-là ou je sais pas. C'est fou, hein, comment, mais je le vois encore avec d'autres domaines et tout, mais bref. Mais ouais, c'est fou. Donc tu as une claque et qu'est-ce que tu fais alors? Je démissionne! Ah quand même. Je démissionne le lendemain. Je recontacte Salsa Bor, c'était un peu mon école de laquelle je suis partie, ils me connaissent. Je leur ai dit: «Bah, écoutez, moi, j'ai appris ça. C'est une discipline que vous avez pas. Donnez-moi ma chance. J'aimerais, bah, voilà, enseigner la salsa caleña dans votre école, proposer cette discipline». Et puis tu avais un CV de fou, le champion du monde, qui Ouais. te dirait non? Ouais, bah, écoute, en fait, le truc, c'est que, vu que c'est un style qui est beaucoup moins populaire et cetera, ils se disent: «Ouais, ça va pas intéresser les gens», tu Ouais. vois? Il y a pas de clientèle pour ça. Et en même temps, tu me diras: «Bon, peut-être», tu vois? Mais bon, ils me laissent ma chance. Ils me laissent ma chance. À cette époque-là, le directeur, c'est le directeur qu'il y a maintenant, c'est pas le directeur qui a fondé l'école. Donc, celui qui a repris, c'est Didier, c'était un des danseurs, de la compagnie, qui est devenu directeur de Salsa Borg et donc Didier me donne ma chance. J'ai un créneau, voilà, chez eux, de salsa caleña et cetera et comme je t'ai dit, je me considère une très bonne prof. Pour le coup, ça, j'ai pas de souci de confiance en moi par rapport à ça. J'ai une expérience, qui fait que et mes cours plaisent, mes cours se remplissent, voilà, ça prend, tu vois? Et au fur et à mesure, bon, bah, moi, j'essaye de développer un petit peu de mon côté, d'organiser des trucs, des stages. Au début, j'ai pas beaucoup de monde et de fil en aiguille, bah, les cours se remplissent, donc j'ouvre un autre créneau et cetera et puis voilà. Et ça décolle. Et ça décolle. Et quand est-ce que tu décides de faire ton école? Bah, en fait, pendant que je suis à Salsa Bar, j'ai, une fille qui vient à un stage que j'organise et à la fin, elle vient me voir et elle me dit, «Bah, écoute, moi aussi, je suis colombienne. J'adore, je suis passionnée de salsa et cetera. Moi, je fais des études de com avec, une pote à moi et en fait, on a vraiment envie de faire en sorte que, la salsa caleña, elle soit plus connue. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide? Comment est-ce que tu fais toi pour te vendre?» Et moi, je lui dis: «Bah, écoute, moi, c'est pas du tout mon métier, j'ai personne, je sais pas comment faire. Si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, bah, pourquoi pas?» Et donc du coup, elle me dit: «Ah bah, tiens, on va se faire une réunion avec mon amie», et les 2 sont passionnés, en fait, de salsa colombienne. Elles avaient pris des cours avec Maritza, à l'époque, mais Maritza, c'est quand même un peu à l'ancienne. En plus, elles ont mon âge, c'était à peu près la même génération. Elles voulaient, trouver un prof qu'elles allaient aider à impulser pour faire, en fait, découvrir de plus en plus aux gens la salsa caleña. Donc en fait, ça commence avec, ces filles-là, Petra et Thérèse, qui me proposent, en fait, leur aide parce qu'elles, ça les intéresse de développer ce truc-là. Donc en fait, on se lance sur le projet toutes les 3. Et de là, en fait, commence à émerger, bah, l'idée de faire nos propres cours, salsa cali style. En fait, elles m'aident beaucoup à impulser, bah, de tout le côté organisationnel, com et cetera, faire la promotion, des cours, on se met à travailler, à 3. Et ensuite Thérèse, elle nous lâche en cours de route parce que, bah, forcément, elle a ses trucs, son taf et cetera, elle a plus le temps et je reste que Petra et moi à, commencer à impulser, bah, l'école et à développer, à créer en fait ce qui est, devenu Salsa Cali Style. On fait notre bout de chemin ensemble et après à un moment donné, bon, bah, voilà, elle aussi, elle prend sa route et moi je continue, toute seule, quoi. Parce qu'une des choses, j'ai l'impression, qui est très importante pour toi, c'est justement de transmettre la culture colombienne. Comment est-ce qu'à travers ton école, toi, tu arrives à le faire? Alors moi, je pense que j'ai plusieurs atouts, en ma faveur. C'est-à-dire que j'ai les 2 cultures. Pour le coup, j'ai vécu en Colombie, j'ai la culture colombienne, je parle la langue, voilà, je maîtrise la discipline et cetera et je me suis beaucoup formée aussi, bah, sur l'histoire, de comment, de machin, parce que ça me passionne et d'un autre côté, je suis française, je suis née en France, je sais comment ça se passe ici, je connais un petit peu, bah, le public français et en fait, pour moi, bah, le lien et la passerelle entre les 2 était assez, évident. Tu as mis aussi en place, des soirées particulières. En fait, c'est venu de fil en aiguille par rapport à la nécessité que je voyais.
Tu vois, il y a pas vraiment de soirée, de style Caligno, et cetera. S'il y en a pas, il faut le créer. Au fur et à mesure, en cours, j'ai de plus en plus d'élèves. Ah, on va commencer à faire des soirées. Tu vois, les gens aussi qui te parlent, qui disent: «Ah, ce serait trop bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça», et cetera. En fait, tout part de ma tête, l'idée, et ensuite, c'est comme si la vie, elle me dit: «C'est la bonne idée, vas-y, tiens, regarde», et me font, rencontrer les bonnes personnes. Par exemple, pour la Awelolo, qui est, l'événement que mon nouveau bébé, que j'ai créé, que je suis super, contente et fière parce que c'est vraiment représentatif un petit peu de la culture. J'ai été invitée dans un événement, par une fille qui promeut un petit peu la culture latine ici, qui s'appelle Claudia, et elle a fait un truc qui s'appelle le Sabor Latino, ce qui reprend un concept qui vient, des États-Unis, le mois de la fierté latino. Et en fait, elle m'invite comme intervenante pour ce truc-là. Dans cet événement, bah, en fait, elle organise des choses au Point éphémère, une salle ici à Paris, et qui font pas mal d'événements et tout, salles de concert, et cetera. Et en fait, pendant que je suis là-bas pour son événement à elle, il y a, un des programmateurs du Point éphémère qui m'arrête et me dit: «Ah, c'est toi qui fais les cours de salsa et tout machin. Nous, on adore, on aimerait trop proposer des trucs de salsa ici au Point éphémère, voilà, je sais pas, est-ce que toi ça t'intéresserait?» Et moi je suis là dans ma tête: «Putain, je cherche une salle, j'ai cette idée mais je sais pas comment la réaliser concrètement». Lui, il vient, il me dit: «Oui, non, ça nous intéresse, on a envie de le faire. Là, on vous prête l'espace et c'est toi qui crée ton événement et tu le fais comme tu le sens», et en fait, c'est parti de là. Et donc, c'est quoi le principe de cette soirée? Ça reprend un concept, comment est né le style de la salsa caleña à Cali, fin des années 70, début des années 80. Tous les jeunes de la ville veulent s'échapper de leur maison pour aller, danser, et cetera. Sauf que, bah, c'est des jeunes, ils ont pas l'âge d'aller en soirée. Eh oui. Donc du coup, ils commencent à s'organiser des espèces de fêtes clandestines l'après-midi entre eux, dans des maisons familiales, et cetera, où on suppose que vu que c'était des jeunes, ils ne buvaient pas d'alcool, et on disait qu'on y servait de l'agua de lulo. Le lulo, c'est un fruit typique de la région du Valle del Cauca, de la région de Cali et ses environs. Et ces fêtes, vu qu'on y servait ce jus-là, on a commencé à les appeler abuelulos. Ir a abueluliar, pardon, je fais du c'est le vocabulaire, donc du coup, voilà. C'était aller danser dans ces fêtes organisées un petit peu, Clandestine. clandestines, par les jeunes de l'époque. Après, ça a pris tellement d'ampleur que, bah, voilà, quelqu'un a commencé à en faire réellement un business, et cetera, machin, machin. Mais et puis ça a commencé à s'exporter dans des espaces plus dédiés aux soirées, à la fête, tu vois? Comme des clubs, des trucs comme ça. Mais à la base, c'est venu de là, tu vois? De ces fêtes clandestines qui se faisaient en après-midi, où les jeunes s'échappaient de leur maison, s'échappaient de leur école pour aller danser. Et le style, à proprement dit, des danseurs caleños, il est né dans ces événements clandestins, en fait, dans ces espèces de fêtes D'accord. clandestines. Donc, on revient à la source. On revient à la source. Et pour moi, c'était super important de créer quelque chose qui ait du sens. Et aussi, j'avais pas envie de proposer, tu vois, un peu le même format qui existe déjà, parce que, bah, il y a plein de super soirées le vendredi soir, le samedi soir, où tu peux aller danser. Et je voulais proposer un truc, où tu puisses, retrouver toutes les générations, comme un peu les fêtes, tu vois, qui se font dans les familles, le truc typique latino où tu vas retrouver la tante, la grand-mère, les enfants, tout Oui, le c'est monde là. l'après-midi. Ouais, Donc, c'est sympa. exactement, et ça avait tout son sens avec los abuelos qui sont nés dans ce cadre-là, et cetera. Donc voilà, abuelulo. Et là, c'est quoi le prochain step? Alors le prochain step qui me tient en plus super à cœur, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à former. Jusqu'à présent, c'était moi principalement qui faisais tous mes cours. Comme je t'ai dit, grâce à Dieu, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et ouais, il y a de plus en plus de monde qui voyage en Colombie. D'ailleurs, c'est devenu une destination super touristique. Donc du coup, qui connaissent la salsa à travers leur voyage, qui rentrent en France, qu'ils ont envie de pratiquer. Donc du coup, bah, tout ça fait que il y a du monde. Et je me suis dit, je peux pas être partout. Là, il faut que je commence Former. à former d'autres profs. En fait, moi, mon grand projet, c'est envahir la France, on va viser large, de salsa caleña. J'aimerais réellement démocratiser en fait ce style-là au même titre que les autres. Tu vois, que ce soit plus un style qui soit un peu marginalisé. Moi, je veux apporter ma petite pierre à l'édifice ici en France et aller faire connaître ce style. Il y a des petites communautés qui se créent, mais il n'y a pas réellement quelqu'un qui a une structure comme moi je l'ai créée avec toute une pédagogie, quelque chose qui puisse, bah voilà, qui est pérenne, parce que c'est ce qui fait que mon projet fonctionne. C'est qu'il y a réellement toute une structure pédagogique derrière qui fait que ça a du sens et que les gens, bah voilà, ils commencent en débutant, ils vont en intermédiaire, ensuite, tu vois, il y a réellement une progression. Et ça, c'est parce qu'il y a un cadre qui est structuré derrière. Et en fait, l'idée, c'est de
transmettre ce cadre à d'autres professeurs qui puissent le répliquer. Et ensuite, moi, que je puisse aussi aller transmettre dans d'autres régions de France, toujours dans cette idée de faire connaître le style et de le démocratiser le plus possible. Voilà, c'est la fin de cet épisode et avec lui la fin d'un voyage traversé par le doute, la détermination mais aussi la passion. En 2 épisodes, Veronica Cristini nous a emmenés de Paris à Cali, du Japon à New York. On a suivi une trajectoire faite de ruptures, de choix courageux, de travail acharné et surtout de fidélité envers soi-même. Tout est parti d'une vieille cassette, un moment inattendu qui a tout déclenché, et ce récit nous rappelle à quel point l'instinct peut devenir une boussole, que l'on peut créer sa place là où rien n'était prévu, et qu'oser sortir du cadre, c'est parfois le seul moyen de se trouver vraiment. Merci à elle pour cet incroyable récit, et merci à vous d'avoir écouté l'essence de la danse. Si ce voyage vous a touché, pensez à vous abonner, à partager l'épisode et à laisser 5 étoiles. À dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.